Le téléphone sonna dans le silence oppressant de la nuit parisienne. Et Élise Dupont, tremblante, décrocha pour entendre la voix froide de sa mère. « Ton secret est découvert. Rentre immédiatement ou je te renie pour toujours. » Au lieu de céder à la panique, Élise raccrocha, alluma une cigarette et fixa l'horizon de la Seine, réalisant que cette menace n'était que le début d'une guerre qu'elle avait trop longtemps évitée. Mais ce soir-là, alors qu'elle serrait Sophie dans ses bras, elle comprit que l'amour qu'elle cachait depuis des années allait exploser au grand jour, coûtant peut-être tout ce qu'elle avait construit. Élise avait grandi dans l'ombre imposante du Sénat français, où sa mère, la sénatrice Marguerite Dupont, régnait en maître sur les débats conservateurs. À 28 ans, Élise était une avocate brillante, spécialisée en droits humains, mais son existence était un mensonge savamment orchestré. Depuis l'adolescence, elle avait compris son attirance pour les femmes, un secret qu'elle avait confié à sa mère lors d'une confession maladroite à 18 ans. Marguerite, terrifiée par les scandales potentiels dans leur cercle politique traditionnaliste, avait imposé le silence. « Tu es une Dupont ? Pas une déviance. Cache ça, ou tu perds tout. » Élise avait obéi. Par peur, par loyauté, par amour filial mal placé. Elle avait fréquenté des hommes pour la façade, assisté à des galas où elle jouait la fille parfaite, tout en étouffant ses désirs véritables. C'est lors d'un congrès juridique à Lyon que tout avait basculé. Sophie Moreau, une journaliste indépendante de 27 ans, aux cheveux blonds cascadant sur ses épaules et à l'esprit vif comme une lame, avait croisé son chemin. Elles avaient débattu passionnément sur les droits des minorités, et ce qui avait commencé comme une discussion animée s'était transformé en une connexion profonde. Sophie, ouvertement lesbienne, n'avait pas peur des regards, elle vivait sa vie avec une authenticité qu'Élise enviait secrètement. Leur premier baiser, sous la pluie lyonnaise, avait été un réveil. Pour la première fois, Élise se sentait vivante, entière. Mais rentrer à Paris signifiait replonger dans le mensonge. Les mois suivants furent un tourbillon de rendez-vous clandestins. Élise louait un petit appartement dans le Marais, loin des yeux indiscrets de sa famille. Sophie y apportait des livres, des rires, et une tendresse qui comblait le vide en elle. « Pourquoi te caches-tu encore ?» demandait souvent Sophie, ses yeux bleus scrutant l'âme d'Élise. « Ma mère. La politique. Tout ça m'écrase. » Élise évoquait les dîners familiaux où Marguerite vantait les valeurs traditionnelles, dénonçant les déviances modernes qui menaçaient la société française. Élise hochait la tête en silence, rongée par la culpabilité. Elle savait que révéler son orientation signifierait non seulement la fin de sa relation avec sa mère, mais aussi un scandale qui pourrait ruiner la carrière de Marguerite, en pleine campagne pour sa réélection au Sénat. Pourtant, les fissures commençaient à apparaître. Lors d'une soirée mondaine au Palais du Luxembourg, Élise croisa un ancien ami de la famille, un député conservateur qu'il avait vu un soir avec Sophie dans un café discret. Il ne dit rien sur le moment, mais ses regards insistants laissaient présager le pire. Élise rentra chez elle, le cœur battant, et confia ses craintes à Sophie. « Si ça sort, ma mère me détruira. Elle a déjà menacé de me couper les vivres, de me bannir des cercles influents. » Sophie, pragmatique, proposa une solution, affronte-la. Tu n'es plus une enfant. Mais Élise hésitait, piégée entre l'amour naissant et la loyauté familiale ancrée depuis l'enfance.
La tension culmina lors d'un week-end à la campagne familiale en Normandie. Marguerite, sentant quelque chose d'anormal, interrogea Élise sur sa vie sentimentale. Tu devrais te marier, ma fille. Un bon parti. Comme le fils de mon collègue. Élise, les poings serrés, murmura un vague assentiment. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Ce soir-là, seule dans sa chambre d'enfance, elle envoya un message à Sophie, « Je ne peux plus vivre comme ça. » Sophie répondit immédiatement, « Alors ? Choisis-toi. » Ces mots simples déclenchèrent une vague d'émotions contradictoires, joie, terreur, détermination. De retour à Paris, Élise décida de confronter sa mère. Elle prit rendez-vous dans le bureau sénatorial, un lieu imposant aux boiseries anciennes et aux portraits de figures historiques. Marguerite, élégante dans son tailleur strict, leva un sourcil interrogateur. « Maman, il faut qu'on parle de moi. De qui je suis vraiment. » Les mots sortirent difficilement. Mais Élise les prononça, « Je suis lesbienne. Et j'aime quelqu'un. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite pâlit. Puis explosa, « C'est impossible. Tu vas ruiner tout ce pourquoi j'ai lutté. Pense à la famille. À notre nom. » Élise, les larmes aux yeux, insista, « C'est ma vie. Pas la tienne. » Mais Marguerite, impitoyable, posa un ultimatum, « Romps avec cette personne, ou je te renie publiquement. » Élise quitta le bureau en larmes, le monde s'effondrant autour d'elle. Elle courut chez Sophie, qui l'accueillit les bras ouverts. « On va s'en sortir, » murmura Sophie en la serrant. Mais Élise savait que ce n'était que le début des sacrifices. Sa mère, avec ses connexions, pouvait la briser professionnellement. Et pourtant, pour la première fois, Élise se sentait libre, prête à payer le prix de son authenticité. Les jours suivants furent un mélange de peur et d'euphorie, des appels anonymes, des regards suspicieux au travail, mais aussi des moments intimes avec Sophie qui valaient tous les risques. Les semaines qui suivirent la confrontation furent un véritable calvaire pour Élise. Marguerite, fidèle à sa parole, commença à distiller des rumeurs subtiles dans les cercles politiques. « Ma fille traverse une phase difficile », confiait-elle à des alliés, sous-entendant une instabilité mentale plutôt qu'une orientation sexuelle. Élise, de son côté, se réfugia chez Sophie, dans un petit appartement du quartier latin, où les livres et les discussions tardives devenaient leur bouclier contre le monde extérieur. Sophie, avec son tempérament combatif, encourageait Élise à riposter, « Ne la laisse pas te définir. Parle à la presse. Affirme-toi. » Mais Élise, encore attachée à l'image familiale, hésitait. « Si je le fais, je la détruis. Elle a sacrifié tant pour moi. » La pression sociale s'intensifia rapidement. Au cabinet d'avocat où Élise travaillait, des collègues commencèrent à murmurer. Un partenaire senior, proche de Marguerite, la convoqua pour un conseil amical, les rumeurs circulent. Dans notre milieu, la discrétion est clé. Pense à ta carrière. Élise, outrée, défendit son droit à la vie privée. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce égoïste de poursuivre son bonheur au détriment de sa famille ? Sophie, sentant son trouble,
organisa une soirée avec des amis LGBT. Un cercle solidaire où Élise put enfin respirer. Regarde. On n'est pas seul, dit Sophie en la présentant à des couples qui avaient surmonté des rejets similaires. Pourtant, la trahison vint de l'intérieur. Le frère d'Élise, Pierre, un ambitieux politicien en herbe, apprit la nouvelle par leur mère. Lors d'un appel tendu, il la supplia, pense à maman. Elle est en pleine campagne. Un scandale comme ça pourrait tout faire basculer. Élise, blessée, rétorqua, et moi? Ma vie ne compte pas. Pierre, partagé entre loyauté familiale et affection fraternelle, choisit le camp de Marguerite, coupant les ponts temporairement. Ce rejet fraternel fut un coup dur, amplifiant les doutes d'Élise sur ses choix. Au milieu de ce chaos, Sophie proposa un voyage improvisé à la Côte d'Azur pour s'échapper. Sur les plages de Nice, sous un soleil radieux, elles parlèrent des heures de leurs rêves. Sophie rêvait d'un documentaire sur les droits des femmes en France, tandis qu'Élise envisageait de quitter le droit pour l'activisme. Ensemble, on peut changer les choses, affirma Sophie, ses doigts entrelacés aux siens. Mais même là, la réalité rattrapa Élise, un appel de sa mère, annonçant une conférence de presse où elle aborderait les défis familiaux. Paniquée, Élise rentra précipitamment à Paris. La conférence fut un spectacle calculé. Marguerite, face aux caméras, évoqua avec des larmes feintes les erreurs de jeunesse de sa fille, sans nommer explicitement l'homosexualité, mais insinuant une rébellion contre les valeurs familiales. Les médias s'emparèrent de l'histoire, spéculant sur les secrets des Dupont. Élise, regardant l'événement depuis l'appartement de Sophie, sentit la rage monter. Elle me peint en enfant ingrate. Sophie, furieuse, la poussa à contre-attaquer, écrit un article. Révèle la vérité. Après une nuit blanche de réflexion, Élise contacta un journal progressiste, acceptant une interview anonyme au départ. L'interview, publiée sous pseudonyme, dépeignait les pressions familiales et sociétales sur les personnes LGBT dans les élites politiques. Sans nommer Marguerite directement, les indices étaient clairs. La réaction fut immédiate, soutien de la communauté queer affluait. Mais aussi des attaques virulentes des conservateurs. Marguerite, enragée, appela Élise, « Tu as osé ? Tu vas le regretter. » Elle menaça de la déshériter, de bloquer ses opportunités professionnelles. Élise, tremblante mais résolue, répondit, « C'est toi qui as commencé cette guerre. » Les conséquences ne se firent pas attendre. Élise perdit des clients au cabinet. Des amis de longue date se distancèrent. Sophie, solidaire, subit aussi les retombées, des harcèlements en ligne, des menaces professionnelles. Est-ce que ça en vaut la peine, se demanda Élise un soir, alors que Sophie pansait ses plaies émotionnelles. Mais un événement inattendu changea la donne, une manifestation pour les droits LGBT à Paris, où Élise fut invitée à parler. Devant la foule, elle révéla son identité, déclarant « Je ne me cacherai plus ». Les applaudissements la galvanisèrent, mais elle savait que cela marquerait un point de non-retour avec sa famille. De retour chez elle, Élise trouva une lettre de Marguerite, une invitation à un dîner privé, pour discuter. Sophie l'a mis en garde, c'est un piège. Élise, espérant une réconciliation,
accepta. Le dîner, dans un restaurant discret des Champs-Élysées, fut tendu. Marguerite, vieillie par le stress, admit, j'ai peur pour toi. Pour nous. Élise, émue, partagea ses souffrances. Mais la conversation vira au drame quand Marguerite posa un ultimatum final, choisis, ta phase ou ta famille. Élise, le cœur brisé, quitta la table, réalisant que l'amour maternel était conditionnel. Les mois suivants furent marqués par une escalade inexorable des conflits. Élise, désormais publiquement out, devint une figure émergente dans les milieux activistes. Elle participa à des panels sur les discriminations, utilisant son background politique pour dénoncer l'hypocrisie des élites. Sophie, à ses côtés, documentait ces moments, transformant leur lutte en un projet médiatique. Mais le prix était élevé, Élise fut évincée de son cabinet d'avocat, sous prétexte de conflit d'intérêts. Sans emploi stable, elle dépendait temporairement de Sophie, ce qui alimenta des tensions dans leur couple. Je me sens comme un fardeau, confia Élise un soir, les yeux rougis par la fatigue. Marguerite, de son côté, intensifia sa campagne sénatoriale, se positionnant comme défenseur des valeurs familiales traditionnelles. Dans des interviews, elle évoquait subtilement les déceptions personnelles sans nommer Élise, mais les sous-entendus étaient clairs. Pierre, son frère, tenta une médiation, organisant une rencontre secrète dans un café de Montmartre. Maman souffre. Élise. Elle t'aime. Mais elle ne sait pas comment gérer ça. Élise, amère, rétorqua, son amour est toxique. Il m'étouffe. Pierre, déchiré, avoua son propre dilemme, soutenir sa sœur signifierait aliéner sa carrière naissante. Un tournant majeur survint quand un scandale éclata, un enregistrement audio, fuité par un allié de Marguerite, captura Élise lors d'une manifestation, critiquant ouvertement les politiques conservatrices de sa mère. Les médias s'en emparèrent, titrant « La fille rebelle contre la sénatrice ». Marguerite, furieuse, accusa Élise de trahison familiale. En privé, elle contacta Sophie directement, la menaçant, laisse ma fille tranquille, ou je ruine ta carrière. Sophie, choquée, en informa Élise, qui explosa, elle n'a pas le droit. Ce fut le catalyseur pour une contre-offensive, Élise porta plainte pour harcèlement, transformant le conflit en affaire judiciaire. Le procès, bien que mineur, attira l'attention nationale. Élise, sur le banc des témoins, exposa les années de pression psychologique, les ultimatums, les manipulations. Ma mère m'a forcée à me cacher pour protéger son image, déclara-t-elle, la voix ferme malgré les larmes. Marguerite, défendue par des avocats chevronnés, contesta, j'ai agi par amour, pour la protéger d'une société cruelle. Le verdict, une amende symbolique pour Marguerite, fut une victoire morale pour Élise. Mais elle paya cher, la famille se fractura définitivement, Pierre choisissant le camp maternel. Au milieu de cette tourmente, la relation d'Élise et Sophie fut mise à l'épreuve. Sophie, sous pression professionnelle, reçut une offre pour un poste à Bruxelles, loin de Paris. Je ne veux pas te quitter,
Mais c'est une opportunité, expliqua-t-elle. Élise, paniquée à l'idée de la perdre, proposa, viens avec moi. On recommence ailleurs. Mais Sophie insista sur l'indépendance, on doit être fortes séparément pour l'être ensemble. Cette distance forcée amplifia les doutes d'Élise, avait-elle sacrifié trop pour un amour peut-être fragile? Un événement inattendu changea tout, Marguerite fut diagnostiquée avec une maladie grave. Un cancer qui la força à se retirer temporairement de la politique. Pierre informa Élise par un appel laconique, « Maman est malade. Elle veut te voir. » Élise, partagée entre rancœur et compassion, se rendit à l'hôpital. Marguerite, affaiblie dans son lit, murmura, « J'ai eu tort. Mais je l'ai fait par peur. » Pour la première fois, Élise vit la vulnérabilité de sa mère, une femme façonnée par une société rigide. Elles parlèrent des heures, revisitant les blessures passées. « Je t'aime, maman. Mais je ne peux plus me cacher, » dit Élise. Marguerite, les yeux humides, hocha la tête, « Je sais. » Cette réconciliation fragile coïncida avec le retour de Sophie, qui refusa l'offre bruxelloise pour soutenir Élise. Ensemble, elles affrontèrent les retombées, des articles bienveillants émergèrent, peignant Élise comme une pionnière. Mais la politique appelait, avec Marguerite affaiblie. Son siège au Sénat était en jeu. Des alliés progressistes approchèrent Élise, « Candidate-toi. Tu peux changer les choses de l'intérieur. » Élise, hésitante, consulta Sophie, « Est-ce une folie ?» Sophie sourit, « C'est ton destin. » La décision de se présenter au Sénat fut un saut dans l'inconnu pour Élise. À 30 ans maintenant, elle annonça sa candidature lors d'une conférence de presse bondée au cœur de Paris. « Je me bats pour une France inclusive, où l'amour n'est pas un crime, » déclara-t-elle, flanquée de Sophie qui la soutenait discrètement. Les réactions furent polarisées, ovation des libéraux, huée des conservateurs. Marguerite, depuis son lit d'hôpital, suivit l'événement à la télévision. Un mélange de fierté et de regret dans les yeux. « Elle est plus forte que moi », confia-t-elle à Pierre. La campagne fut un marathon épuisant. Élise sillonna la France. De Marseille à Lille. Débattant sur les droits LGBT, l'égalité des genres et les réformes sociales. Sophie, en tant que conseillère informelle, gérait les médias, transformant les attaques en opportunités. Mais les adversaires étaient féroces, un rival conservateur, ancien allié de Marguerite, diffusa des rumeurs sur la vie dissolue d'Élise. Une sénatrice doit incarner la stabilité familiale, tenait-il. Élise, blessée mais résiliente, riposta dans un débat télévisé, la stabilité, c'est l'authenticité, pas le mensonge. Les conflits internes ressurgirent. Pierre, initialement distant, vint la voir lors d'un meeting à Lyon. Je te soutiens, sœur. Maman aussi, à sa façon. Élise, émue, l'étreignit, sentant un pont se reconstruire. Mais Marguerite, en rémission partielle, posa une condition, si tu gagnes, ne me discrédite pas. Élise accepta. Mais intérieurement, elle savait que ces réformes contrediraient les politiques passées de sa mère. Un scandale majeur éclata mi-campagne, des documents fuités révélaient que Marguerite avait bloqué des financements pour des associations LGBT par le passé. Les médias accusèrent Élise d'hypocrisie, la fille profite du système qu'elle dénonce.
Élise. Confrontée lors d'une interview? Admis, j'ai été complice par silence. Mais aujourd'hui, je change ça. Cette honnêteté la sauva? Gagnant des soutiens inattendus. Sophie. Admirative. Murmura, tu es incroyable. Pourtant, les sacrifices personnels s'accumulaient. La campagne absorba Élise, laissant peu de temps pour Sophie. Des disputes émergèrent, tu me négliges, reprocha Sophie un soir. Élise, épuisée, répondit, c'est pour nous. Pour tous. Elles traversèrent une crise. Sophie envisageant même une pause. Mais un week-end volé en Bretagne les rapprocha, promenade sur les falaises. Confession intime. Je t'aime plus que tout, avoua Élise. Sophie. Apaisée. Promis, on gagne ensemble. À l'approche des élections, la tension atteignit son paroxysme. Un débat final opposa Élise à son rival principal. Il attaqua, votre orientation est un choix personnel, mais incompatible avec le Sénat. Élise. Furieuse. Rétorqua, mon orientation est qui je suis. Et elle me rend plus apte à représenter la diversité française. Le public applaudit. Mais les sondages restaient serrés. Marguerite. Sortie de l'hôpital. Appela Élise, batte-toi. Ma fille. Je suis fière. Ces mots. Inattendus. Boostèrent Élise. La nuit des résultats fut interminable. Élise et Sophie, main dans la main, regardaient les écrans dans leur QG. Quand la victoire fut annoncée, les cris de joie fusèrent. Élise, élue sénatrice, embrassa Sophie sous les flashs. Mais la joie fut tempérée, Marguerite, affaiblie, envoya un message, félicitations. Maintenant. Prouve-moi que j'avais tort. Les premiers mois au Sénat furent un baptême du feu pour Élise. Installée dans le bureau autrefois occupé par sa mère, elle des réformes audacieuses, renforcement des lois antidiscrimination, financement pour les centres LGBT, débat sur le mariage égalitaire. Ses discours, passionnés, faisaient écho à ses luttes personnelles. Sophie, désormais sa partenaire officielle, l'accompagnait à des événements, symbolisant un changement sociétal. Mais les oppositions étaient vives, conservateurs la qualifiaient de radicale, et même certains alliés la trouvaient trop agressive. La relation avec Marguerite évolua lentement. Des visites régulières à la maison familiale permirent des dialogues honnêtes. J'ai été élevée dans un monde où l'homosexualité était un tabou, admit Marguerite. Élise, compréhensive, répondit, mais tu as choisi de perpétuer ça. Elles travaillèrent sur une réconciliation. Marguerite soutenant discrètement certaines initiatives d'Élise. Pierre, réconcilié, devint un allié précieux. Pourtant, de nouveaux défis émergèrent. Un projet de loi controversé sur l'adoption par couples homosexuels divisa le Sénat. Élise, en première ligne, fit face à des trahisons internes, un collègue progressiste, sous pression, retira son soutien. C'est trop tôt, argua-t-il. Élise, déçue, lutta seule, sacrifiant des alliances. Sophie, sentant son épuisement, la confronta, ne te perds pas dans ça. Élise, réfléchissant, réalisa que le pouvoir avait un prix, l'isolement.
Un climax personnel survint lors d'une crise familiale. Marguerite, en rechute, confia à Élise, j'aurais dû te soutenir dès le début. Élise, les larmes aux yeux. Pardonna, on avance maintenant. La mort de Marguerite, quelques mois plus tard, fut un choc. Aux funérailles, Élise prononça un éloge émouvant, ma mère m'a appris la résilience. Même dans nos désaccords. Cela marqua une rupture. Élise héritant non seulement du siège, mais d'un legs complexe. Avec Sophie, elles surmontèrent les épreuves, planifiant un avenir ensemble, un mariage discret, des projets activistes. Élise, transformée, devint une icône pour la communauté LGBT française. Mais elle questionnait souvent, avait-elle payé trop cher? Les pertes d'amitié, famille unie pesaient lourd. Au final, Élise se tenait sur les rives de la Seine, comme au début, mais changée. Elle avait gagné le pouvoir, l'amour, l'authenticité, au prix de blessures profondes. La société avait-elle vraiment évolué? Ou n'était-ce qu'une victoire personnelle? Élise sourit, sachant que la lutte continuait. Était-il juste de sacrifier des liens familiaux pour son identité personnelle? Ou la loyauté envers soi-même prime-t-elle toujours sur les obligations sociétales?